Ah oui. Ah bonjour, ne faites pas de projet, on ne sait jamais. Voici les titres. Monde, ce que Trump dont je tairai le nom nous prépare. Russie, je vous dévoile qui a tué Alexeï Navalny. Depuis que le type au micro-pénis le plus micro du monde a investi pour la deuxième fois la présidence des États désunis, la terre entière est prise de convulsions. Certaines dues au rire, mais les autres à des tremblements de peur. Le mec qui prend les femmes par la chatte et les hommes en traître n'a pas son pareil pour annoncer tous les jours que Dieu fait son lot de décisions à minima what the fuck. Vous souvenez-vous de ce temps de boomer où les présidents prenaient le temps de réfléchir avec copains et conseillers avant de pondre une loi? Une époque où les décisions étaient relues, amendées, pesées, retournées dans tous les sens avant d'être gravées dans le marbre des institutions. Eh bien ce temps est révolu, oublié. Tous les candidats dictateurs de la planète se sentent désormais pousser les ailes. Ainsi donc, il suffirait de promettre aux gens gavés de X et de TikTok que le problème de tous les malheurs, c'est le voisin qui est trop noir, trop à gauche, trop retraité, trop PDG, trop pro-IVG, trop écolo, trop femme, trop différent, quoi, trop tout pour être élu et puis faire tout qu'est-ce qu'on veut. C'est génial la vie. Désormais, aux States, comme on dit aux States, si on s'endort avec le cul qui gratte, on se réveille avec les doigts qui puent. Non seulement l'homme orange a un avis sur tout, mais il nous a ramené au temps des westerns de papier glacé, dans lesquels on annonçait tirer avant et réfléchir après. Avec le blond vénitien qui est à la tête du monde civilisé, on est passé à une gestion de l'État fast-food. Un décret avec de la sauce barbecue, s'il vous plaît. Non, à emporter. Voici son œuvre. Parce que les tortues c'est pour les faibles, le mari de Mélania a par exemple signé un décret rétablissant l'utilisation des pailles en plastique dans l'administration, qualifiant les alternatives en papier d'inefficaces et de coûteuses. Mais qu'est l'Amérique Great Again passe désormais par le droit inaliénable de tout Américain de siroter une boisson sans culpabilité écologique. Que font nos dirigeants européens pour qu'on ait le même nom d'un gobelet? Avant ça, dans un élan de protectionnisme exacerbé, il a imposé des taxes de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium touchant des alliés comme le Canada, le Brésil, le Mexique et l'Australie, trahissant même ce dernier en lui disant que « non, pas toi, t'inquiète », puis en revenant sur cette promesse en hurlant « il n'y aura pas d'exception ». Le plus rigolo, c'est la petite guerre des noms que Papy Twitter veut imposer au manuel scolaire. Dans un premier temps, il a décidé de renommer le golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Parce que, soyons honnêtes, les Mexicains, allez, franchement, hein, les gars, c'est parce qu'on a fait de mieux en matière d'être humain non plus. Faut pas se le cacher, hein. Tandis que les Américains... ça t'a une autre gueule, hein. C'est autrement plus civilisé, notamment quand ça mange des steaks de 2 kilos avec des patates. Puis, il a signé un texte disant que le mont McKinley allait redevenir le mont McKinley parce que Obama, en 2015, a montré toute sa trahison envers les États-Unis en le rebaptisant Denali, comme les autochtones l'appelaient depuis toujours. Le Chewbacca de Wall Street a aussi et évidemment claqué la porte de l'Organisation mondiale de la santé, qui avait osé proposer de se faire vacciner lors de la crise du Covid, alors que c'est bien connu, il suffit d'avaler une bonne dose d'eau de Javel. Du coup, posons-nous la question, car on ne demande qu'à aider. Est-ce vraiment un problème si les ouailles du bonimenteur de l'apocalypse, là, avalent de l'eau de Javel? Je sais pas, c'est à tester. Dans un geste de clémence surprenant, mais pas tant que ça, il a également accordé les pardons à la pelle, dont il se sert d'habitude pour les rouler aux actrices porno ou pour cacher les corps de ses détracteurs. Mais les participants à l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021 sont sortis de prison en faisant la nique aux démocrates et aux scientifiques. Parce que tout le monde mérite une seconde chance quand il porte une casquette MAGA. Et puis, comme le clown atomique est au fond de lui un grand humaniste, il a signé quelques décrets du même nom avec en vrac le retour de la peine de mort au niveau fédéral, que les procureurs sont désormais sommés de réclamer chaque fois qu'un fonctionnaire fédéral sera la victime ou un étranger en séjour illégal le coupable, l'accélération des procédures de déportation visant à expulser des millions de migrants en situation irrégulière, la fin des programmes de diversité au sein des administrations, parce que c'est pour les tapettes, tandis que l'uniformité est vachement américaine. Fuck. Le retour au charbon et au forage parce que l'énergie propre, on verra bien plus tard quand il n'y en aura plus.
un contrôle des naissances à l'ancienne avec accès restreint à la contraception, et j'en passe des meilleurs, de décrets, mais on n'a pas la journée. Je vous passe aussi les promesses de mettre le Moyen-Orient à feu et à sang afin d'en faire la nouvelle Riviera, car le bulldozer ignorant confond encore et toujours l'amitié pour un peuple avec la haine de celui d'en face. Mais allez, passons à autre chose. Je vous reprends dans quelques minutes pour des révélations fracassantes et exclusives à propos de ce que nous prépare l'autre mèche malsaine, là. Chef, je vais vous quitter. Il est déjà l'heure. Non, je vais vous quitter pour de vrai. Pour toujours, quoi. Tu dis ça pour me faire plaisir. Voilà, oui, je ne veux plus être un poids pour vous. Mais enfin, mais pas du tout, sinon tu penses bien... Si, je sens bien que je suis bête, hein, je suis pas bête. Hein. Et puis j'ai un projet de recontorsion avec le Forum. Carrément. Oui, je vais faire une morphation pour être prof de maths. Attends, ils le savent au Forum? Non, je leur ai pas encore dit, c'est une surprise. Prof de maths, waouh! Ça t'est venu comme ça? Oui, ça m'est venu ce matin, en regardant la pub Y-Foot qu'on devait faire. Ah oui, juste, on doit faire la pub sur le pack Dream Team. Oui, voilà, un pack de 12 bouteilles, chocolat et vanille. Ok, et? Eh bien, c'est super bon. Oui, je sais que c'est super bon, les gens se ruent dessus. Ben voilà, et en plus que c'est super bon, c'est aussi super calant. Avec une bouteille, j'ai jamais plus faim pendant 4 heures. Ça me fait tenir jusqu'à ce que la friture Marie ouvre. Oui, mais rapport à ta reconversion là. Ah oui, juste. Eh bien, le pack est déjà pour l'instant à moins 10%. Ok, et? Eh bien, si t'en achètes un, t'as 10%. Mais si tu ajoutes le code promo qui est en description dans ton panier, hop, t'as encore 10%. Ok, et? Eh bien, ce matin, je me suis dit, mais oufti, mais ça fait 20% ça. Ok, et? Eh bien, je vais être prof de maths du coup. Ça ne fait pas 20%. Non, peut-être. Non, ça fait 19,17%. 10 plus 10, ça fait 19,17%. Non, mais 10%, puis après encore 10%, ça fait 19,17%. Toujours. Toujours. Tu vois, ben heureusement que j'avais encore rien dit au Forum. Tu restes alors. Aujourd'hui, je vais m'énerver un peu sur les publicités à la télévision pour les bonnes œuvres. Ça va me faire du bien, j'ai pas eu le temps de faire du sport ce matin. Parce que la publicité pour qu'on donne pour une bonne œuvre, déjà elle nous parle d'une bonne œuvre en nous montrant des gens qui donnent. Et elle nous demande de donner à notre tour pour la dite bonne œuvre. Moi qui ai de l'esprit critique, je l'ai prouvé à maintes et maintes reprises, notamment la fois dernière, eh bien je m'interroge sur la bonne œuvre qui dépense pour qu'on lui donne. Et je me demande si c'est bien la dite bonne œuvre que de dépenser l'argent des dons pour demander des dons. De un, si une publicité pour une bonne œuvre est payée par la bonne œuvre, alors l'argent que j'ai donné à la bonne œuvre sert à payer une publicité pour demander à d'autres de donner à la même bonne œuvre. Et là, on se demande, est-ce qu'on donne pour donner ou est-ce qu'on donne pour dépenser à des bêtises comme de la publicité? Car si on donne pour donner et que ça dépense, alors on dépense ce qu'on donne et les dons ne donnent plus rien. Ce n'est plus une bonne œuvre, c'est un mauvais calcul. Et de deux, si au contraire la publicité est offerte gratuitement par les chaînes de télévision, alors pourquoi ces chaînes ne préviennent-elles pas les autres bonnes œuvres, celles qui n'ont pas les moyens de se payer une publicité, qu'elles peuvent elles aussi venir faire part de leur bonne œuvre? Ça ne serait que justice que toutes les bonnes œuvres puissent demander des dons pour leur bonne œuvre. Mais non, les bonnes œuvres riches demandent des dons qu'elles ont déjà pour avoir encore plus de dons, et les bonnes œuvres pauvres, elles, restent pauvres et sans dons, même de Noël. Alors voilà, c'est ça qui m'énerve. Pour être une bonne œuvre, faut-il déjà être une bonne œuvre riche? Et si une bonne œuvre n'est pas assez bonne pour qu'on lui donne, doit-elle payer pour qu'on donne? Et si elle n'a pas de quoi payer pour qu'on donne, alors quoi? On lui dit pas de dons pour vous, pauvres bonnes œuvres pauvres, restez pauvres? Eh bien moi je ne donne plus à ces bonnes œuvres-là. Je garde mes dons pour ceux qui ne demandent rien. Car s'ils ne demandent rien, c'est qu'ils en ont sûrement besoin. Alexeï Navalny, mort il y a tout juste un an dans les geôles de Sibérie, n'a rien d'aéroclassique. Pas de cap, pas de super pouvoir, juste un homme au cerveau affûté comme une lame et un sens de l'ironie à me faire pâlir. D'avoir longtemps été friand de l'humour russe, d'ailleurs voici une blague du cru, un homme arrive dans un magasin soviétique et demande « Vous avez de la viande ?» Le vendeur répond « Non, ici nous n'avons pas de poisson, la boutique qui n'a pas de viande c'est en face. » D'avoir longtemps été friand d'humour russe, donc, pouvant être résumé par la capacité innée à rire du tragique, je me suis régalé de Patriote, l'autobiographie posthume d'Alexeï Navalny, qui relève plus du journal de bord que du roman. Mais pas que pour cette raison. Ce livre m'a totalement transformé, sans rire cette fois. Je vais essayer
essayer de vous expliquer. On y découvre une Russie à la fois familière et invraisemblable. Une Russie où la corruption n'est pas tant une déviance qu'une seconde nature de la part de ceux qui occupent un poste la leur permettant. Un immense territoire où toutes les vies sont petites, donc réactionnaires. Un pays où la loi s'applique à la tête du client, pourvu que cette tête ne dépasse pas. Or, Navalny, lui, il dépasse largement. Trop même. C'est peut-être pour ça qu'on a tenté de l'assassiner. C'est peut-être pour ça qu'on l'a assassiné tout court. Dans son récit, les épisodes d'injustice, de danger extrême, de mort même, tout est relaté avec un détachement presque comique, comme si frôler la mort par empoisonnement était semblable à l'aventure d'un occidental qui ferait du vélo sans casque. Car le leitmotiv de ce livre, qu'il faut quand même se farcir, du haut de ses 544 pages, c'est bien le courage, politique mais aussi humain. Et c'est ça qui m'a transformé. Navalny a d'abord été empoisonné en août 2020 dans un avion, hospitalisé en Allemagne, et puis il a décidé de rentrer dans son pays. Le courage, vous disais-je. Rentrer en Russie après avoir survécu au Novichok, cet agent innervant mortel inséré dans son thé sans miel par des agents énervants, bordel, relève soit de l'inconscience, soit du courage insensé. Navalny choisit de ne pas trancher. Il se contente de revenir sans tambour ni trompette et de toute façon sans la fanfare qui l'attend à l'aéroport de Vnukovo, car son avion est détourné vers celui de Sheremetyevo, où il est arrêté immédiatement. Le reste, c'est la routine sous Poutine, détention arbitraire, procès bidon, prison dans des conditions indignes. Tout cela aurait pu être une tragédie, mais Navalny en fait une démonstration implacable de la nécessité de l'humour face à la mesquinerie des bourreaux. Quant au chef du Kremlin, Navalny le décrit comme un homme de pouvoir qui a oublié pourquoi il voulait en avoir. Un chef d'État qui ne tolère pas qu'on contestât son règne, mais qui ne parvient jamais à en justifier la légitimité, autrement que par l'argument type de tous les autoritaires, parce que c'est comme ça. Navalny ne cherche par ailleurs pas à le diaboliser, il le dépeint simplement pour ce qu'il est, un dictateur banal si l'expression a un sens, et c'est peut-être là que réside son génie. Au-delà de la critique politique, Patriote est un plaidoyer pour une forme de patriotisme que peu osent revendiquer aujourd'hui. Romain Gary l'avait bien formulé, le patriotisme c'est aimer les siens, le nationalisme c'est haïr les autres. Navalny, lui, aime son pays comme on aime une vieille maison délabrée, sans illusion, mais avec la ferme intention de la remettre en état dans le respect des voisins et de ceux qui vont y habiter. Pourtant, ce n'est pas tant son combat que sa posture qui fascine. Et d'ailleurs, la seule critique que je peux apporter à ce livre est celle-là. Il n'est jamais question du programme que Navalny aurait pu mettre en place s'il avait été au pouvoir. C'est un peu maigre comme manifeste. On dirait que son seul objectif était de combattre la corruption, ce qui, j'en conviens, est un énorme chantier, mais quand même. Et donc, Navalny ne se bat pas seulement contre un système, il se bat pour rester lui-même. Il raconte comment, en prison, il a refusé de céder à l'hostilité ambiante, trouvant dans l'ironie une arme contre l'absurde. Résister, même par l'humeur, c'est gagner, écrit-il. Une leçon que je n'ai pu m'empêcher d'appliquer à moi-même, moi qui ai découvert grâce à ce livre qu'affronter mes petites peurs n'avait rien de dérisoire. Moi qui suis un hypocondriaque qui ne consultait pas du tout, authentique, par peur d'apprendre quelque chose de fâcheux, j'ai désormais pris la décision de côtoyer les médecins et de n'avoir plus peur, plus trop. La peur, ça se décide, ça ne se subit pas. Je n'ai plus trop peur. Vraiment, à la lecture de Patriote, on en vient à se demander si Navalny a jamais eu peur. De mourir peut-être, mais certainement pas de vivre. Et c'est cela qui bouleverse le plus dans ce texte. Vous pouvez obtenir ce livre en cliquant sur le lien en description. Son énergie vitale intacte jusqu'au bout, malgré les tentatives incessantes de l'éteindre. Patriote n'est pas qu'un livre, c'est une mise à nu. Pas seulement de Navalny, mais aussi d'un système entier. Et comme souvent avec la vérité, on en ressort un peu ébranlé, mais curieusement revigoré. Pour cette deuxième partie, à propos du Van Gogh de la politique, j'ai le regret de vous annoncer que nous ne sommes pas au bout de nos peines, les amis. Mes envoyés spéciaux aux États-Unis sont parvenus à entrer dans le bureau ovale, à ouvrir les fardes noires qui n'attendent que Tangerine Führer pour se faire signer. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Oui, mes envoyés spéciaux sont entrés. De toute façon, il n'y a plus personne pour surveiller la Maison-Blanche. Ils ont tous été virés. Mes plénipotentiaires sont entrés comme dans un moulin. Et voici ce qu'ils m'ont révélé. Après que je les en eus rémunérés, évidemment. Enfin, j'espère. Depuis, quand je les appelle pour voir s'ils ont bien reçu les 10 000 $, ils répondent plus. Pourvu qu'ils ne se soient pas fait pincer, hein. Si ça se trouve, ils pourrissent dans une géole washingtonienne. Que Dieu nous tralala youpi.
Bref, voici donc ce que Megalomaga s'apprête à décréter, garantie sans fake news évidemment, mes envoyés spéciaux me l'ont garanti. Après le golfe du Mexique qui devient donc le golfe d'Amérique, l'Argentine va devoir prendre le nom de Dollarine, l'Autriche de Muskland, le Burkina Faso de Bikina Faso, l'océan Pacifique d'Océan, on verra bien si les autres pays arrêtent de faire le con, le Chili de Hamburger, le Liechtenstein de Lichtraoult, et enfin la Palestine de Pain au Palest. En deux, jugeant la statue de la liberté par trop française, trop féminine, trop démocratique et trop à regarder vers l'Europe, il va la remplacer par une immense représentation de son vice-président, dans laquelle on rentrera par la Bible, que le personnage tiendra nonchalamment. À ses bottes, une pancarte rappellera aux touristes béats que America Great Again since 2025. En 3, les pandas étant, c'est bien connu, des communistes en fourrure envoyés par la Chine pour infiltrer les eaux, Tonton Connard dénoncera le complot sino-ursidé visant à endormir la population et les remplacera par de bons vieux ours bruns américains qui n'auront de toute façon plus nulle part où aller quand on aura foré partout dans leur biotope pour y trouver du pétrole. 4. Le ketchup devient le condiment national obligatoire. Adieu moutarde, mayonnaise et autres sauces samouraï qui seront taxées à 75% à partir de l'Europe, sauf la Belgique et la Suisse qui seront carrément raquettées à hauteur de 75%. Une honte arbitraire qui me dégoûte profondément. Tout le monde devra avoir chez soi une bouteille de ketchup Heinz sur la table, sous peine d'être dénoncé pour activité antipatriotique. La béarnaise pourra encore être consommée, mais sous certificat médical, toute consommation récréative sera réprimée. 5. Ça y est, c'est décidé, on annexe le Canada. Après tout, le Canada c'est juste un Dakota du Nord géant et avec plus de neige, se prépare-t-il à dire en conférence de presse. Motif de l'invasion, Trudeau est plus grand que lui et gouverne encore avec sa raison, alors que la seule politique acceptable est d'inonder les médias de superlatifs qui ne veulent rien dire, mais qui en jettent vachement. En 6, le bestiau va interdire les vélos, parce que c'est un truc de gauchiste, c'est suspect, c'est écologique, et c'est bon pour la santé de ceux qui ne se dopent pas. Autant dire que la bicyclette, en plus de rimer avec tapette et de contenir la syllabe « bi », comme dans Biden ou dans Colombie, est une attaque directe contre l'Amérique. Trump décrétera donc que toute personne utilisant un vélo, même d'appartement, se verra confisquer son passeport et son abonnement Netflix. Septièmement, Donald les bons tuyaux va former une commission afin de réécrire l'histoire américaine, voire mondiale, en y ajoutant des moments où il était présent mais que les méprisables démocrates les plus grands menteurs de tous les temps ont passé sous silence. L'épisode où il était aux côtés de George Washington lors de la guerre d'indépendance et celui où il a personnellement soufflé l'idée du capitalisme à Adam Smith réapparaîtront en bonne place dans les manuels d'histoire. Un chapitre entier sera également consacré à la façon dont il a mis fin à la Seconde Guerre mondiale, en téléphonant à Hitler pour lui dire que sa moustache était ridicule et Staline un type bien mais incompris de cette satanée Europe. Bien entendu, en 8, X devient une institution d'État dans laquelle il sera garanti à chaque Américain de recevoir la pensée du parrain des ploucs en temps réel, sans distraction inutile. Enfin, bien sûr, toujours par décret, tous les Amerlocs seront tenus de porter des casquettes Make America Great Again du lundi au samedi, le dimanche étant réservé aux têtes nues, à l'église, où tout le monde devra se tenir la main en fermant les yeux, en faisant semblant d'être plus catholique que le pape. Voilà, je tiens à souligner que tous ces projets de décret sont rigoureusement vrais. Je ne suis pas homme à propager des fake news, vous le savez. Fait pas marquer Fox News ici. Non, ce sont bien mes envoyés spéciaux à Washington qui ont dégoté ça. Allô? Allô? Ah, Jean-Michael, je parlais justement d'Henry et de toi. Oui, les 10 000 euros. Quoi, les 10 000 euros? Ah, ouf, vous les avez reçus. Ah oui, j'ai eu peur. Soyez prudents, hein. Prenez bien soin de vous, n'est-ce pas? Quoi? Oui, bien sûr que ça m'intéresse. D'accord. Oui. D'accord. Ouais, je vois, oui, bien sûr, oui. Oui, ok. Oui, d'accord. Tu es certain qu'on voit les couilles, hein? Ok, oui. 20 000? Pas de problème, je verse ça cet après-midi. Non, bien sûr que j'ai confiance. Je disais justement à des amis qu'il ne faisait pas marquer Fox News ici. 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 Là. Sur le front. Mais non, pas de l'Ukraine. Quoi?
Lorsqu'on est une célébrité, c'est-à-dire pas moi, soyez rassurés, et quand bien même on dit partout qu'on aimerait juste pouvoir se promener sans être importuné par la plèbe, on se démène comme un beau diable pour le rester, célèbre, et être reconnu justement. Les chanteurs sont prêts à sortir un album de reprises de chansons d'Édith Piaf ou de Claude François, ou faire des duos, que sais-je, pourvu qu'ils puissent une dernière fois se faire inviter par Léa Salamé, afin de dire que c'est l'album de la maturité ou le plus personnel qui soit. Les acteurs, eux, quand ils ne sont pas actrices, en quel cas tout s'arrête de toute façon à 40 ans, les acteurs donc acceptent leur premier rôle de papy dans un navet potager et potache, et je ne vous dis pas les sportifs qui deviennent entraîneurs, puis portent bidon, voire chroniqueurs sur Eurosport, puis reprennent un bar PMU, et voilà. Mais s'il y a bien une chose que les célébrités ont intérêt à réussir si elles veulent rester, comme on dit, dans le cœur du public pour les siècles des siècles amènent, c'est bien leur mort. Alors, petite parenthèse, il existe 3 sortes de célébrités. Les célébrités très célèbres, les célébrités célèbres, mais bon, on va dire surtout d'une catégorie de personnes, et les célébrités que, quand on prononce le nom, la plupart disent « Ah non, je vois pas qui c'est. Montre la photo. Ah non, je vois pas qui c'est. » Voilà, cela étant dit, revenons à leur mort. Lorsqu'elle survient, les 3 types de célébrités s'attendent alors à briller en pleine lumière, en première page de tous les médias pendant 2 semaines, en 4e titre le jour du décès, ou sur le bête bandeau défilant de BFM TV, en fonction de leur degré de célébrité justement. Mais toutes sont d'accord pour dire que bien mourir est la condition sine qua non à la postérité. Un grain de sable dans la scène finale et patatras, c'est fichu à jamais. Mal mourir, ce n'est pas tant une question de souffrance que de timing. C'est bien simple, si une célébrité aspire à une sortie remarquée, il lui faut à tout prix éviter de claquer le même jour qu'une star plus grosse qu'elle. C'est comme ça, c'est une règle générale. Tu meurs le jour où Brad Pitt meurt et dans 10 ans, il y en aura encore pour dire « Ah, il est mort, lui, je me disais bien qu'il ne faisait plus grand-chose ». Prenez Jean Cocteau, écrivain, poète, cinéaste, dramaturge, dessinateur et accessoirement homme à svelte moustache et amoureux de Jean Marais, à une époque où dans un couple la parité était obligatoire. Jean Cocteau, donc, s'est éteint le 11 octobre 1963, une belle mort d'artiste. Sauf que le même jour, une autre célébrité lui a piqué son heure de gloire posthume, Édith Piaf. Autant dire que, face à Non, je ne regrette rien, Cocteau pouvait toujours essayer d'imposer Orphée. On l'oublia dans un entrefilet en bas de page pendant que la môme faisait pleurer la France entière. Autre drame funéraire, Dick Rivers, icône du rock à la française, celui qui a appris aux hexagonaux à aimer les rouflaquettes. Eh bien, il a trépassé en 2019, le jour de ses 74 ans, une coquetterie pas si fréquente, mais qui ne suffit pas. Le même jour, Jean-Pierre Mariel a tiré sa révérence, une légende du cinéma, la voix chaude du théâtre, l'homme qui pouvait dire troubadour lubrique, sur un pied avec une plume dans le nez, tout en étant toujours pris au sérieux. Dick Rivers, lui, est passé à la trappe, on l'a remplacé par une compilation des meilleurs bougres d'âne, et ah, mais c'est pas vrai, de Mariel en boucle dans nos lecteurs. Et si vous croyez que ce phénomène est réservé aux artistes de pacotille, demandez donc à Sergueï Prokofiev, immense compositeur, mort le même jour que Staline. Mauvais calcul, mon vieux. Le pire, c'est quand la rivalité posthume devient carrément ironique. Jean d'Ormesson, par exemple. Il aurait pu avoir une mort de dandy littéraire, célébré pour son esprit vif et ses aphorismes bien troussés, pendant plusieurs jours. Mais Johnny Hallyday, au même moment, décide que c'est le moment idéal pour plier bagage. Résultat, les médias passent sans transition du débat « D'Ormesson était-il bien assis à l'Académie ?» à un tsunami de « Allumer le feu » et de fans en larmes sur fond d'allumage de Harley-Davidson. Il faut donc bien choisir son créneau, car sinon l'oubli est immédiat. Dernièrement, Gilles Dreux, chanteur apprécié des connaisseurs, mais de la 3e catégorie quand même. Alouette, alouette, pauvre petite bête. Il en a fait l'amère expérience en janvier dernier. Pas de chance, Jean-Marie Le Pen, champion toute catégorie du bruit médiatique, décide de s'éclipser exactement le même jour. Résultat, si Dreux a droit à un petit post Instagram de nostalgie, Le Pen monopolise les plateaux TV où chacun joue à « c'était un salaud, mais » en fonction de sa ligne éditoriale. C'est quand ma main monte, non ? Vous avez bossé toute votre vie pour marquer les esprits et vous foirez lamentablement votre sortie. Le même jour que Michael Jackson, par exemple, il y a eu Farrah Fawcett, la blonde fatale de Drôle de Dame version série des années 70. Si bien que tous les hommes de la Terre qui ont la télé, revoyant les vies de l'une et de l'autre, avaient la bite en main en criant « Hi hi ». Mais ils ont bien vite lâché l'affaire, Michael Jackson étant bien plus important que la blondasse. Moralité, même en matière de trépas, de projet ne faites pas. On ne sait jamais.